La République toujours plus loin dans l'indécence, alors que l'ancien président de l'Assemblée nationale et actuel ministre de l'Environnement François de Rugy faisait de la rigueur et de la transparence les maîtres mots de son action politique, il est aujourd'hui rattrapé par ses dépenses fastueuses. Vincent Lambert est mort après un feuilleton macabre de près de 10 ans. Cet homme de 42 ans a vu son destin bouleversé une première fois par un accident de la route, puis par l'acharnement étatique à vouloir l'éliminer. Une sinistre affaire qui ouvre la voie à l'euthanasie. En pleine crise régionale avec l'Iran, les Émirats arabes unis quittent le bourbier yéménite où ils ne sont pas parvenus à prendre le dessus avec le reste de la coalition arabe. Pire, ils ont fait du pays un véritable charnier, un départ qui pourrait laisser entrevoir un espoir de paix, mais aussi la volonté pour Abu Dhabi de recentrer sa stratégie militaire sur la défense en cas de conflit ouvert avec Téhéran. Madame, monsieur, bonsoir. La vie de château aux frais du contribuable. Selon des révélations de Mediapart, le ministre François de Rugy et son épouse auraient multiplié les dîners luxueux payés par des fonds publics lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Une polémique de plus pour le champion de la transparence. Indigestion de homard pour François de Rugy. Mercredi, l'actuel ministre de la Transition écologique a été épinglé pour avoir multiplié les dîners privés fastueux à l'hôtel de l'AC entre 2017 et 2018 lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Ainsi, une dizaine de repas ont été recensés avec à chaque fois entre 10 et 30 convives appartenant au cercle amical et relationnel de son épouse, Séverine de Rugy, avec photo à l'appui. Au menu, homard grand cru, dorure et chandelier, le tout avec un mauvais goût très prononcé. Des rencontres privées donc, où le personnel de l'AC était mobilisé. L'addition est donc assez simple, les plaisirs du couple de Rugy se sont faits aux frais du contribuable. Des révélations qui font tâche alors que l'ancien membre d'Europe Écologie Les Verts est désormais le numéro 2 d'un gouvernement du Nouveau Monde qui promettait d'en finir avec de telles pratiques. Après une première justification, le principal concerné a tenu à réaffirmer son innocence sur le sujet en conférence de presse, en admettant comprendre que cela puisse interpeller les Français. Je le dis avec force, il n'y a pas eu de dîner entre amis qui aurait été organisé sous ma présidence à l'hôtel de la Sey et qui aurait été financé par l'Assemblée nationale. C'était des dîners de travail informels avec des personnes qui ont des relations avec une autorité politique comme le président de l'Assemblée nationale. Et je tiens, pour finir, à dire que naturellement, je me tiens à la disposition de la déontologue de l'Assemblée nationale, dont j'ai renforcé les pouvoirs lorsque j'étais président de l'Assemblée nationale, contre la volonté de tous les groupes d'opposition d'ailleurs. Et moi, j'ai renforcé ses pouvoirs et donc je me tiens naturellement à sa disposition pour répondre à toute question de sa part. Pas de dîner entre amis, une ligne difficilement tenable alors que parmi les invités figurait notamment le journaliste Jean-Michel Apathy. D'ailleurs, ce dernier a fait part de ses regrets d'avoir participé à ce type d'événement, laissant désormais planer le doute quant à son respect de la déontologie des journalistes. Par ailleurs, déontologie, il en est également question pour François de Rugy. En effet, les réactions quant au train de vie de l'ex-président de l'Assemblée nationale ne se sont pas fait attendre. Le député de Vaucluse et secrétaire général adjoint des Républicains, Julien Aubert, a annoncé qu'il avait saisi les 3 questeurs, le président actuel de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et le déontologue de l'Assemblée, Agnès Robleau-Troisier, afin de leur demander que les 577 députés puissent avoir accès en toute transparence à la justification des dépenses opérées par François de Rugy pendant sa mandature. Pour l'instant, j'attends qu'on ait accès, nous, les députés, je dirais, à ces justificatifs de facture, un petit peu d'ailleurs, parce qu'il nous a lui-même demandé quand il était président, qu'il vienne s'expliquer devant la conférence des présidents, devant les présidents de groupe, et puis ensuite, en fonction, je dirais, des informations qu'on aura récoltées, lui pourrait être amené, à mon avis, à rembourser. Ça, c'est le rôle du déontologue de voir s'il n'y a pas lieu. Et puis deuxièmement, après, une question politique qui est posée, Il faut dire que François de Rugy a tendu le bâton pour se faire battre, lui qui s'est posé en champion de la moralité et de la transparence. En effet, le paradoxe fait très mal au numéro 2 du gouvernement car le symbole tranche avec le discours de l'actuel ministre de la Transition écologique et solidaire, pourfendeur de la fin des privilèges des députés. En 2009, il avait été l'un des premiers députés à publier ses revenus quand, en 2013, il dénonçait les privilèges des élus. Il faut mettre fin à cette idée très répandue
parmi les citoyens, et je les comprends, selon lesquels finalement les élus se font leur propre petit système et qui de fait seraient un peu privilégiés. Au perchoir, le président de l'Assemblée nationale de l'époque avait même poussé pour la suppression des frais de transport des députés, la suppression de la réserve parlementaire et un meilleur contrôle des frais de mandat. Autant de combats déterrés aujourd'hui pour dénoncer le double discours du ministre. Aujourd'hui, dans les couloirs du Palais Bourbon, il se murmure que les fuites sont issues du personnel de l'Assemblée nationale, que l'ancien député avait pour habitude de prendre de haut. Face au feu des critiques, François de Rugy a adopté une partie de la ligne de défense de nombreux responsables politiques épinglés par la presse, à savoir accuser le média qui révèle l'affaire d'acharnement ou de militantisme, quand dans le même temps, il n'avait pas hésité à vanter le travail du site d'investigation dans l'affaire François Fillon. Ainsi, les belles paroles de François de Rugy s'écroulent sous le poids des actes, même si le gouvernement tente une nouvelle fois de jouer les pare-feux. Il conserve bien évidemment la confiance du président de la République et du Premier ministre. Une confiance conservée pour un temps au moins, car une révélation n'arrivant jamais seule. La directrice de cabinet du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicole Klein, a annoncé qu'elle démissionnait de son poste à la demande de François de Rugy. En cause, un logement HLM à Paris occupé depuis 2001 et conservé de 2006 à 2018 alors qu'elle n'habitait plus la capitale. Cerise sur le gâteau, entre fin 2018 et début 2019, les époux de Rugy ont réalisé plus de 63 000 € de travaux de confort payés par le contribuable dans les appartements privés qu'ils occupent au ministère de la Transition écologique. Certainement la goutte de trop alors que le climat entourant le ministre se réchauffe dangereusement. Et d'ailleurs, la confiance semble tout de même s'effriter. Ce jeudi après-midi, François de Rugy a écourté un déplacement qu'il effectuait dans les Deux-Sèvres pour retourner à Paris. Dans la foulée, il a été reçu par le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon. Sans transition, Vincent Lambert est mort après un long et pénible feuilleton médiatique et judiciaire. Cet homme handicapé est décédé à l'âge de 42 ans. La fin d'une affaire grave où se sont mêlés indécence médiatique et combat politique. Le résultat de cette décennie à rebondissement, l'État a désormais le droit de vie ou de mort sur tous les plus faibles. Olivier Frère-Jacques. Vincent Lambert est mort, victime de l'acharnement étatique à vouloir mettre fin à ses jours. Après un long feuilleton judiciaire, politique, médiatique et familial déballé dans l'espace public, c'est ainsi la fin d'une bien vilaine affaire dont Vincent Lambert aura été le centre de toute l'attention malgré lui. Depuis le 2 juillet dernier, son médecin avait engagé un arrêt des soins, une décision prise après que la Cour de cassation ait rendu cela possible quelques jours plus tôt. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français avait été saisie par l'État. Un État à la tête duquel la majorité En Marche entend coûte que coûte faire passer un texte sur l'euthanasie et qui s'est jeté sur l'occasion, son ministre de la Santé Agnès Buzyn en tête, pour favoriser la mise à mort lente du patient Lambert. Ce dernier épisode judiciaire fait suite à une multitude de rebondissements, avec toujours en toile de fond une récupération politique et une indécence toute contemporaine, menant notamment tout un chacun, pour ou contre l'euthanasie, à commenter cette histoire complexe publiquement sur les réseaux sociaux. Aux badauds qui donnent leur avis s'ajoutera pendant 10 ans l'ordure médiatique déversée sur la famille Lambert. À ce petit jeu, le Figaro n'a pas hésité à accuser ce jeudi, jour de la mort du patient Vincent Lambert, ses parents d'un hypothétique intégrisme catholique. Des médias très largement venus en appuyer une majorité politique qui aura su instrumentaliser cette affaire familiale pour présenter avant la fin de l'année son texte en faveur de l'euthanasie, une démarche dans laquelle les pouvoirs publics ont pu compter sur le soutien d'un petit maillage associatif dans lequel on retrouve l'ADMD qui s'est jeté sur l'occasion pour commenter aux aurores jeudi ce décès. La suite de cette affaire Vincent Lambert paraît toute tracée. Un dépôt de texte de loi à l'Assemblée nationale par la majorité en faveur de l'euthanasie, en précisant évidemment que ce texte évitera de revivre une telle affaire. Un débat médiatique confisqué et le vote d'un texte qui permettra à l'État d'avoir encore un peu plus de prise sur la vie des citoyens. Côté opposition, le Rassemblement national et une partie des Républicains devraient dans un premier temps s'opposer à une telle législation. Une fois la loi votée, tout ce petit personnel politique attendra quelques années ou quelques mois pour dire qu'il s'agit d'un acquis qu'il convient donc de maintenir, comme cela a été le cas avec d'autres sujets de société et tout récemment avec la marche arrière du parti Rassemblement national sur la question du mariage homosexuel. L'opposition à l'euthanasie deviendra ainsi marginale, comme l'opposition à l'avortement en son temps.
Le même cheminement vers un abandon du combat pour la vie sera d'ailleurs sans aucun doute observable dans une certaine partie de l'Église catholique. Le reniement annoncé des forces institutionnelles semble inévitable et permettra à chacun de tirer les conclusions quant à ces structures. De la même manière, chacun pourra repenser son rapport à l'État comme outil politique, un État dont la puissance diminue toujours plus face aux multinationales et qui parallèlement est toujours plus fort devant les citoyens et tout particulièrement devant les plus faibles. Les Émirats arabes unis se retirent partiellement du Yémen. Cet État fédéral de la péninsule arabique semble se mettre en retrait sur ce théâtre d'opération dans lequel il participe à une coalition anti-Houthi menée par l'Arabie saoudite. Olivier Frère-Jacques. Le Yémen, c'est le Vietnam. C'est en substance ce que doit se dire le ministre de la Défense émirati Mohammed Ben Zayed, MBZ. L'État fédéral, composé de 7 émirats et dirigé par l'émir d'Abu Dhabi, Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, a commencé en ce début de mois de juillet à réduire sa présence militaire au Yémen, théâtre d'une guerre larvée entre les monarchies émiraties et la dynastie saoud contre la République islamique d'Iran. En toile de fond de ce conflit, des éléments géostratégiques évidents avec une opposition entre la sphère persique et la sphère arabe et israélienne soutenue par Washington, mais aussi une opposition de type religieuse entre sunnites et chiites. La coalition anti-Houthi menée par Riyad a lancé ses premières offensives en 2015, menant le pays dans le chaos. Problème pour la coalition arabe, Riyad pensait plier le problème yéménite rapidement, mais comme souvent dans ce type de conflit, difficile de faire choir un peuple installé sur sa propre terre et prêt à tous les sacrifices pour sa survie. Un conflit qui s'est donc embourbé avec le retrait émirati. La guerre qui agite le Yémen pourrait peut-être trouver une issue plus positive. En effet, les Émirats arabes unis, État armé jusqu'aux dents, étaient l'un des piliers de la coalition arabe. Les déclarations de retrait sont cependant à prendre avec des pincettes, mais Abu Dhabi semble néanmoins avoir donné des signes positifs. Les Émiratis évoquant la nécessité de passer d'une logique militaire à une stratégie de paix prioritaire. L'image des pays de la péninsule arabique a largement été écornée dans ce conflit où des dizaines de milliers de personnes sont mortes, parmi eux des civils, femmes et enfants, montrant ainsi le vrai visage des monarchies du Golfe alliées de l'Occident. Le retrait émirati avait déjà été évoqué par des responsables du pays lors des accords de Stockholm fin juin et semble aujourd'hui s'inscrire dans une nouvelle phase de tension régionale. En effet, dans un contexte d'hostilité croissante entre Washington et Téhéran, les Émiratis pourraient bien se recentrer sur leur propre défense. Et pour cause, Abu Dhabi est à portée de tir de l'Iran et sa disparition totale de la carte est possible. Quant au Yémen, si le retrait des troupes émiratis peut paraître un signe positif, Abu Dhabi laisse néanmoins des officiers sur place pour continuer à encadrer des milices, notamment islamistes, que les Émirats arabes unis ont contribué à former et à financer. Et on retrouve à présent l'actualité en bref en compagnie de Floriane Janin. Benjamin Griveaux, nommé mercredi soir par la commission d'investiture de La République En Marche pour mener les troupes macronistes à la tête de la capitale. Le petit protégé du président a comme convenu vu sa candidature retenue contre celle de son principal opposant, Cédric Villani. Le député mathématicien a d'ailleurs laissé un message énigmatique sur les réseaux sociaux qui peut laisser entendre qu'il partira tout de même au combat électoral. Un chancelier tremblant outre-Rhin. Et non, il ne s'agit pas d'une rétrospective historique, mais bel et bien d'Angela Merkel, frappée par une 3e crise publique de tremblement alors qu'elle recevait le Premier ministre finlandais. Une affaire médicale qui commence à inquiéter l'opinion allemande. Lors du premier épisode de tremblement, son entourage avait menti en évoquant la chaleur et la déshydratation. Une explication qui aura fait long feu. Cette fois-ci, l'hypothèse d'une maladie grave l'empêchant d'aller jusqu'à la fin de son mandat en 2021 prend de l'épaisseur. Reste à savoir si la chancelière acceptera ou non de passer la main, aussi hésitante soit-elle. JP Morgan fait-il dans le trafic de drogue? La holding financière a vu un cargo porte-conteneur lui appartenant être arrêté le 4 juillet sur la côte est des États-Unis. Une information rendue publique seulement le jeudi 11 juillet. La saisie du navire initiée par le procureur de Philadelphie intervient seulement quelques semaines après l'interception d'un cargo de stock de cocaïne dans un autre navire le 17 juin pour une valeur de 1,3 milliard de dollars. Le géant financier n'a pas tenu à communiquer sur cette affaire.
Deux tombes ouvertes au Vatican ce jeudi. Deux tombes du cimetière teutonique à l'intérieur des murs de la cité papale ont été ouvertes afin de vérifier, selon l'ordre du promoteur de justice de l'État de la cité du Vatican, si ces sépultures contiennent les restes d'Emanuela Orlandi, fille d'un employé du Vatican disparu depuis 36 ans. C'est pour répondre à une requête de la famille Orlandi que l'appareil judiciaire du Vatican aurait consenti à l'ouverture des deux tombes. Le tombeau de l'Ange, dans lequel est enterrée la princesse Sophie von Hohenlohe, décédée en 1836, et le tombeau adjacent, dans lequel est enterrée la princesse Carlotta Frederica de Mecklembourg, décédée en 1840. Décidément, il se passe de drôles de choses dans ce qu'il reste des États pontificaux. Boris Becker met ses trophées aux enchères. L'ancien champion de tennis a décidé de se séparer de plusieurs de ses trophées et de ses souvenirs personnels pour éponger partiellement ses dettes. 82 objets seront donc mis aux enchères en ligne par la maison britannique Wild Hardy. The most popular ones are the Wimbledon ones. The Renshaw Cups are always very popular. The US Open, perhaps opening up a whole new market into America for buyers there, is perhaps the number one auction lot. Boris Becker a été déclaré en faillite en 2017 et ses créanciers lui réclament plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le sport, toujours plus pourri par la politique. Si les liens incestueux entre sport de haut niveau et sphère politique ont toujours existé, elles ont pris une dimension particulièrement intense avec la surexposition du sport professionnel. Dernier exemple en date, la star de football féminine, Megan Rapinoe, petite égérie LGBT pro-minorité, a refusé une invitation à la Maison-Blanche après le sacre états-unien à la Coupe du monde de football en France, au motif que le président Trump n'en ferait pas assez pour les dites minorités sexuelles, notamment. Une démarche dans laquelle elle a emmené avec elle toute son équipe et qui met à mal les stratégies politiques visant à utiliser les athlètes pour se donner une bonne image. Et dans un instant, notre Zoom du jour, consultant et spécialiste des pays de l'Est, Xavier Moreau décrypte l'entretien accordé par Vladimir Poutine au Financial Times. Le président russe n'y va pas par quatre chemins, il annonce la fin des idées libérales. En Russie, le Tchétchène, il est entre la Tchétchénie et Moscou, et ça pose pas de problème. Et encore une fois, surtout, il ne remet pas en cause le fait que la Russie est un pays de race blanche, de culture gréco-byzantine et de religion orthodoxe. Ça fait partie, je dirais, de cet accord non prononcé et qui fait que ça fonctionne. Et que d'ailleurs, vous avez eu quelqu'un comme Ramzan Kadyrov qui avait dit qu'il était fier d'être citoyen d'un pays orthodoxe. Parce que les Russes n'hésitent pas à affirmer leur identité et même leur foi dans ce cadre-là. Et ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le scandale François de Rugy, l'adoption de la loi Avia à l'Assemblée nationale et dressent un portrait du journaliste Taha Bouafs. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Alors je vous replante le décor, nous sommes dans la salle d'un restaurant du Café du Coin, on est samedi et Maxime, le beau-frère de Léon, est venu me voir seul à seul pour me parler des municipales dans sa ville près de Toulouse parce qu'il voudrait me voir faire des chroniques sur ces questions municipales qui lui importent et notamment quand elles ont trait à la culture, à l'argent qu'on dépense pour la culture, mais pas seulement. Il me dit, tu es dans la position la plus intéressante en ce moment, toi les gens t'écoutent au moins, alors je voudrais te confier quelques petits secrets sur la gestion d'une ville à problème comme la mienne. Depuis 25 ans, j'ai bien vu
comment on détruit la vie culturelle et sociale d'un pays, le nôtre, par subvention ministérielle. J'ai eu l'exemple de ces petites gens dans tout le sud de la France qui font du culturel sur subvention parce qu'ils connaissent 30 personnes bien placées à Paris. Du coup, ça a fait des doubles pages dans Télérama ou dans l'Obs, mais ça n'a strictement rien à voir avec la vraie vie des gens, la vraie vie culturelle. Si tu veux faire une exposition Giacometti à Montauban, par exemple, tu ramasses que des Anglais l'été. Attention, pas des Anglais qui se tapent du rosé toute la journée, non, des Anglais qui voyagent à Troyes, qui boivent pas et qui ont toujours le Guardian sous le bras, l'équivalent du Monde. Du coup, les vrais gens ne viennent pas. Si tu fais une création d'après une création moderne avec danseurs brésiliens tout nus sur la scène, hip-hop, etc., t'as certainement un bon article dans Le Monde, mais les habitants de ta ville te détestent. En plus, ça coûte un argent fou, donc tu les as ponctionnés pour faire ce qu'ils réprouvent, et ce n'est pas vraiment raisonnable. Je lui réponds que j'ai déjà parlé de tout ça. J'ai fait partie des rouages d'ailleurs de ce système quand j'étais en poste à l'étranger. J'ai connu les Ayagons, les Douste Blazy, les diplomates qui obéissent à tous les mots d'ordre tombés de Paris pour essayer de vendre à Cuba ou à Manille une culture française faite de hip-hop et de funky, alors que les gens veulent souvent du Patricia Cass, du Mireille Mathieu et parfois de l'Édith Piaf. Mais je lui ai dit aussi, écoute, ça tombe mal, j'avais envie d'arrêter Campagnol quand même vers Noël parce que j'ai un livre à écrire. Et il me répond, mais ça me va tout à fait. Si tu peux foncer avant Noël pour montrer combien les municipales vont être l'occasion de tout remettre à plat, de tout balayer de ce qui nous étouffe localement, je suis partant. Et là, je te balance tout, tous les jours, tous les mois si tu veux. Quel tout, lui ai-je demandé? Eh bien, toutes les magouilles, tout ce qu'on nous impose, toutes les tricheries, tous les coups de fil de la dernière minute pour t'obliger à retirer tel projet de l'agenda, tel terrain de la zone constructible, tous les budgets que la région veut que tu votes en faveur de tel ou tel autre projet, autre que le tien, surtout si le ministère de la Culture est dans le coup. Enfin, toutes les campagnes de presse que tu vois surgir comme ça au dernier moment sur Radio France, par exemple, pour dire que le Conseil général veut plastiquer une opération que tu as montée toi, tous les tarés qui sillonnent la vie politique locale et qui n'ont lu aucun livre, qui ne savent rien, qui n'ont aucune culture, aucun sens moral, qui se tapent des escort girls à 1000 € la soirée et qui font des gueuletons tout le temps et des tenues, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je lui dis, mais on gagne pas des élections comme ça sur la critique de ce que font les autres. Est-ce que la ville a un projet, un cap? Oui, j'allais y venir, me dit-il. Le maire veut qu'on devienne le ici Londres de la culture française durant le prochain mandat. Genre, les Français parlent aux Français. Au lieu de faire des festivals d'art contemporain ou de musique portés à bout de bras par le ministère et les 4 magazines qui travaillent pour lui, eh bien moi je veux que les artistes du pays occupé viennent à Villeneuve en résidence l'été pour s'adresser à la nation à travers la Manche théorique, ici Londres. Je veux qu'ils reprennent des pièces de théâtre avec des vrais sujets, qui fassent honte à Avignon, que les œuvres d'art ne soient pas des bidets sur un évier, qu'on recommence à exposer de l'art véritable, des portraitistes par exemple. Mon maire veut aussi devenir exemplaire dans le sens du réveil. Ça te va? Je vais réfléchir, lui ai-je dit, mais en fait c'est tout réfléchi. Je crois que c'est bon. Je vais le faire. Abonnez-vous, merci. Horreur, malheur, cette année, pas de grand événement sportif. Le nouveau dieu mondial, le sport, serait donc au chômage. Impossible. Il fallait trouver quelque chose pour mobiliser l'enthousiasme des foules, car les grandes fêtes du stade, c'est toujours bon pour la popularité des dirigeants. Du coup, on vient de nous fabriquer de toutes pièces une nouvelle marotte, le football féminin. De quoi s'agit-il? C'est très simple.
Un monstrueux complot masculiniste a abouti à ce que le foot soit réservé aux hommes et a tout fait pour empêcher les femmes de s'adonner au culte du ballon rond. Les femmes à la cuisine et que ça saute, qu'il disait. Mais la modernité macronienne est venue corriger cette épouvantable injustice. Tous les médias sont désormais mobilisés pour nous faire découvrir, aimer, que dis-je, aduler le football féminin. On n'a pas trop le choix, on ne peut pas y couper. Et la une de 20 minutes, et la une du Parisien, et la une de ceci, et la une de cela, et l'association des commerçants de mon quartier qui a déployé sa banderole. Un 11e nouveau commandement est né. Le football féminin, tu aimeras de tout ton esprit, de tout ton cœur, de tout ton corps. Sans discussion, exécution. N'essayons surtout pas d'émettre un début de critique sur les intérêts de ce sport. Pour couronner le tout, les joueuses françaises ont été sacrées championnes par la presse avant même d'avoir posé le pied sur le terrain. Bon, il fallait le faire. Ne nous y trompons pas. Il est assez peu question de valeurs sportives dans cette affaire. Le sport, et particulièrement le foot, n'est que le reflet de notre prétendu modèle social. En 1998, c'était l'idéal de la France, black, blanc, beurre. L'idéal a pris un coup de vieux, le pauvre. En 2019, le mot d'ordre, c'est l'indifférenciation des sexes. Tous pareils, les hommes et les femmes. Tous identiques. On attend avec impatience l'arrivée de l'équipe française féminine de rugby. Évidemment, si vous contestez l'intérêt du foot féminin, que vous trouvez ça moche, peu gracieux et que vous doutez de la mise en valeur de la gente féminine par ce biais-là, c'est que vous êtes un membre du patriarcat blanc, sexiste et rétrograde. Vilain patriarche blanc, va. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien dans cette affaire. Si l'on est tous pareils et qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes, pourquoi nous faire tout un foin d'une équipe féminine? Après tout, une équipe masculine, c'est comme une équipe féminine, puisque nous sommes tous égaux et tous pareils. Donc, pas besoin d'une équipe féminine de foot. Je rajouterai, à titre personnel, que je trouve le foot mondial tellement dévoyé par le dopage, le sexe, la drogue, le fric, la violence, que je serais très heureux qu'il n'y ait plus d'équipe de foot du tout. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.